Bonjour à tous. Petit article paru dans le quotidien de la Réunion du jour, jeudi 22 février, donc par mon collègue Ludovic Prouveau. Très bon sujet. Une mère de famille se dit désespérée par le nombre d'insectes qui ont envahi son appartement. Ni les élus ni la Sodiac ne lui proposent de solution. Voilà les petites bébêtes. Donc l'appartement, on apprend dans l'article, date de 1999. Donc madame a 5 enfants et donc elle habite dans une résidence au Chaudron, dans un quartier de Saint-Denis, la capitale de la Réunion. Elle a 5 enfants donc, et des milliers de petits cafards comme ça viennent chez elle et habitent chez elle. Donc dans une résidence construite en 1999, très jeune, 25 ans. Donc rien n'a bougé malgré les demandes. Donc là, elle habite dans un hôtel, elle doit dépenser 120 € par jour alors qu'elle est dans un logement social, donc elle n'a pas d'argent. Et donc, on lui propose un relogement dans une résidence meublée. Et elle dit, je ne veux pas, on veut me mettre en prison. Elle n'a plus d'argent pour prendre le bus. Et donc, elle ne sait pas quoi faire. Elle dort dans sa voiture le soir, même s'il fait chaud, mais au moins, il n'y a pas de petits cafards. Et donc, voilà, elle a demandé à la maire de Saint-Denis, à des élus, personne ne lui a répondu. Elle ne comprend pas. Voilà, nouvelle illustration de la crise du logement qui existe à La Réunion, qui est très forte, beaucoup plus importante qu'en métropole. Dans un courrier des lecteurs du journal du même jour, je lis « Le mal-logement à La Réunion demeure problématique et il touche 4 Réunionnais sur 10, dont 140 000 mal logés sur 160 000 habitants. » Voilà. 87% des demandeurs d'un logement social sont éligibles à du logement très social ou social. Il y a 45 000 demandes de logement social à La Réunion. Il y a 38% de baisse de la production des logements sociaux en un an. Et ça fait des années que ça dure. La production baisse. Ça aggrave la crise du logement parce qu'en parallèle, la population augmente et se paupérise avec l'inflation, donc n'a pas accès au logement privé, qui de toute façon est trusté par les gens qui ont un ou deux salaires et qui ont des moyens. Donc les gens se serrent dans les logements familiaux au lieu d'avoir des logements. Et donc l'autrice de ce courrier, Isabelle Lacchini, signale un problème. La production des logements sociaux devrait être étroitement contrôlée par les autorités compétentes, notamment le préfet. Force est de constater qu'il y a une absence d'ambition à ce niveau à La Réunion. J'ajouterai, pas seulement à La Réunion. Il est essentiel qu'une autorité prépondérante joue un rôle actif dans la supervision et la régulation de la production des logements, afin de répondre aux besoins croissants de la population en matière de logements abordables. Voilà. En 2022, 6 communes ont un déficit en logements sociaux et payent donc une amende au titre de la loi SRU. Mais la baisse du taux de mobilité dans le parc social est la conséquence également de la hausse des prix de l'immobilier et des loyers dans le secteur privé, surtout avec l'inflation. Voilà. Donc elle demande, cette dame, un plan local de l'habitat. Il permettrait d'avoir une vision claire et une continuité dans les actions entreprises pour résoudre la crise du logement à La Réunion. Et oui, elle demande qu'il y ait un État qui se fasse connaître, qu'il y ait une action publique au service du peuple. D'autant que, comme elle le rappelle, l'inflation que connaît chacun aujourd'hui peut aggraver les inégalités économiques en affectant de manière disproportionnée les ménages à faible revenu. Lorsque les prix augmentent plus rapidement que les revenus, ce qui est le cas, chacun peut le constater, ajouterai-je, cela entraîne une diminution du pouvoir d'achat, ce qui pèse particulièrement lourdement sur les ménages déjà en difficulté financière. Et elle remarque que cette situation peut accentuer
les disparités sociales et économiques en creusant l'écart entre les riches et les pauvres. Voilà, c'est un point sur lequel il faut insister, c'est que nous avons une inégalité croissante en France entre les quelques petits pourcents, c'est-à-dire les 2-3% de gens très très riches et le reste. Et plus on va vers le bas de la pyramide des revenus, et plus la stagnation, voire la régression du pouvoir d'achat est patente, est évidente. Voilà. Donc cette dame, peut-être qui a un niveau de vie confortable, rappelle qu'il est facile dans cette société de se laisser envelopper par le confort de son propre foyer, d'oublier que derrière chaque fenêtre se cache une diversité d'expériences humaines, certaines plus sombres que d'autres. Et oui, il ne faut pas être égoïste, il faut penser qu'il y a dans le monde des gens très malheureux et très pauvres. Et que si on ne s'occupe pas d'eux, eh bien, cela rejaillit dans d'autres problèmes, comme par exemple la violence, comme par exemple la dépression, comme par exemple la démocratie qui fonctionne mal. Voilà un gros problème dont le quotidien où je travaille se fait l'écho très régulièrement, la crise du logement. Mais aujourd'hui, on voit que on a beau écrire des articles, ça ne sert à rien. La presse est soi-disant un contre-pouvoir, peut-être pour des choses superficielles, des choses qui n'ont pas d'importance, par exemple un scandale ou un ministre démissionne suite à des révélations, ou alors une magouille par des élus ou par des politiciens ou par des hauts fonctionnaires ou par des patrons qui fraudent une loi ou une autre et qui sont condamnés. Cela arrive régulièrement, mais le système reste le même. Cette dame, l'autrice de ce texte, se demande si les populations, les besoins de cette population prévalent sur les intérêts des puissances économiques dans la mise en place des politiques gouvernementales. En fait, de manière polie, elle demande si nous ne sommes pas dans une forme de dictature de la classe la plus riche, notamment de ceux qui possèdent les plus grandes fortunes, les principales entreprises et aujourd'hui tout le secteur des gros promoteurs immobiliers et du BTP. Et elle rappelle qu'un État doit avant tout accorder une attention particulière aux besoins et aux droits fondamentaux de leurs citoyens, notamment en matière de logement, de santé, d'éducation et de bien-être social. Ce sont des évidences qui aujourd'hui ont finalement disparu du cap fixé par les élus et par les hauts fonctionnaires. Et elle remarque que les intérêts économiques et financiers ont un poids significatif dans les décisions politiques, ce qui peut parfois mettre en péril les intérêts des populations les plus vulnérables. Oui, j'ai écouté une émission avec l'économiste Marc Toiti. Donc il fait une émission hebdomadaire sur l'économie française et qui décrit une situation qui s'aggrave, avec notamment une dette qui explose, ça je pense que tout le monde est à peu près au courant, et le PIB qui ne suit pas. Mais il faut se demander, cette dette, elle profite à qui? Est-ce qu'il n'y a pas un secteur de la société qui voit son revenu augmenter? On revient toujours au même. Les 1 ou 2% de grosses fortunes françaises. Et ceux qui ont des biens immobiliers, des nombreux biens immobiliers, je ne parle pas du petit bourgeois qui a acheté 3-4 appartements. Bon, effectivement, il va en plus être à l'aise qu'un salarié qui n'a que son salaire et dont le salaire ne suit pas l'inflation. Mais enfin, c'est pas lui qui met en place le système actuel. Et voilà, on peut penser que c'est un rêve, mais elle aimerait que les citoyens, les organisations de la société civile et les acteurs politiques soient vigilants et demandent des comptes aux décideurs quant à leurs actions et leurs priorités. Ça s'appelle les élections. Tous les 5 ans, tous les 7 ans, on élit des gens pour le conseil municipal, pour la présidence de la République, etc. Et on voit que cela ne sert à rien. On a beau voter pour l'un ou pour l'autre, pour la droite, pour la gauche, pour l'extrême centre comme Macron, les choses demeurent les mêmes. Et pourquoi? Peut-être parce que, finalement, le vrai pouvoir social et économique est dans la classe capitaliste. Vous me direz, tu es un utopiste marxiste, etc. Peut-être. Néanmoins, on voit qu'il y a un blocage et on regarde à qui profite ce blocage. Dans un monde où la confiance en l'avenir semble vaciller et où les défis paraissent insurmontables,
Il est tentant de croire que nous devons nous débrouiller seuls. Pourtant, c'est précisément dans ces moments de doute que notre potentiel de transformation est le plus grand. On voit qu'elle est très optimiste, cette réunionnaise. Voilà. Très bien. Une note d'optimisme pour terminer. J'ajouterai une chose. L'État a les moyens d'organiser, de planifier un développement du territoire en fonction des besoins humains, sans forcément devenir un État socialiste qui empêche l'initiative économique. Mais on sent qu'il y a un blocage politique et idéologique, on va dire, et où la propriété aujourd'hui, la propriété de la richesse, du patrimoine, des entreprises est devenue vraiment un dogme, une religion. On ne peut plus y toucher. Ça, c'est pas possible. Si on veut vraiment une politique publique qui bénéficie au plus grand nombre, eh bien, il faudra que les plus riches d'entre nous, qui se sont bien enrichis depuis 30 ans, eh bien, distribuent et rendent un peu de leur pouvoir et permettent une politique étatique au service du peuple. Merci et bonne journée.